Bonjour, je déclare la séance ouverte. Bienvenue à la 13e rencontre du Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration de la Chambre des communes. Alors avant de commencer, quelques remarques. Premièrement, j'aimerais souhaiter la bienvenue à des étudiants qui vont assister en partie à notre réunion aujourd'hui. Bienvenue à toutes et à tous. Quelques rappels. Attendez, s'il vous plaît, que je vous nomme avant de prendre la parole. Ne vous coupez pas la parole, s'il vous plaît, sinon ça rendra le travail des interprètes un peu difficile. Adressez tous vos commentaires par l'intermittence de la présidence, s'il vous plaît. Levez la main si vous souhaitez parler et le greffier et moi-même ajouterons votre nom à la liste des orateurs. Conformément au règlement, à l'article 108.2 du règlement et à la motion adoptée par le comité le 23 octobre 2025, le comité reprend son étude de l'objet du projet de loi C12, loi concernant certaines mesures relatives à la sécurité des frontières du Canada et à l'intégrité du système d'immigration canadien et concernant d'autres mesures de sécurité connexes. J'aimerais maintenant souhaiter la bienvenue à nos témoins pour ce dernier panel qui portera sur le projet de loi C12 de l'Agence des services frontaliers du Canada, Aaron McCrory, vice-président renseignement et exécution de la loi, du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, Jason Holman, directeur général politique d'asile, et Tara Lang, directrice générale politique et programme d'intégrité, et du ministère de la Justice, Karen Hamilton, avocate principale, service juridique de l'IRCC, Anna Lillicrop, avocate principale, service juridique de l'IRCC. Alors, si j'ai bien compris, c'est Monsieur Holman qui va commencer et faire un discours d'ouverture de 5 minutes et après quoi nous passerons à nos rondes de questions. Monsieur Holman, la parole est à vous, allez-y. Je vous remercie de m'avoir invité à comparaître pour vous fournir plus de détails sur les mesures d'immigration prévues dans la loi visant à renforcer le système d'immigration et la frontière du Canada. Bill C-12 responds... Le projet de loi C-12 répond aux défis actuels et potentiel du système d'octroi de l'asile grâce à de nouvelles dispositions en matière d'irrecevabilité. Le Canada découragera les abus et empêchera que le système, déjà mis à rude épreuve, ne connaisse de nouvelles vagues de demandes. D'abord, les demandes présentées plus d'un an après l'entrée initiale au Canada seront irrecevables. Compte tenu des récentes modifications au niveau d'immigration, nous savons que certaines personnes espéraient rester ici, mais qu'elles n'auront peut-être pas de voie d'accès pour le faire. Ensuite, les demandes d'asile présentées 14 jours ou plus après un passage irrégulier de la frontière seront irrecevables. Les demandes présentées après 14 jours contournent l'entente sur les tierces pays sûrs qui visent à gérer les demandes d'asile à notre frontière commune avec les États-Unis. Ce motif d'irrecevabilité protège le Canada contre les futures vagues de demandes d'asile. Est jugé irrecevable par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ont droit à un examen de risque avant renvoi. Lors de l'examen des risques, des agents qualifiés examinent chaque de ces cas individuellement. Ils utilisent les mêmes informations sur la situation du pays et à moins que le demandeur ne soit interdit de territoire pour des motifs graves, les mêmes motifs de protection. Dans tous les cas, les agents évalueront s'il existe un problème sérieux de crédibilité et si c'est le cas, une audience sera organisée. Les demandeurs peuvent demander une assistance juridique et soumettre des arguments concernant les risques auxquels ils s'exposent. De nouveaux éléments peuvent être fournis pour examen jusqu'à ce qu'une décision soit prise. Today's approval rates... Les taux d'approbation actuels ne permettent pas de prédire les décisions futures. Par exemple, actuellement, la majorité des demandes d'examen des risques avant renvoi sont rejetées parce que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a déjà jugé que les demandeurs n'avaient pas besoin de protection. Seules les nouvelles preuves sont examinées, de sorte que la décision initiale est souvent maintenue. Ces mesures permettront d'alléger la charge qui pèse sur la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Outre les dispositions d'irrecevabilité, la loi améliorera le système d'octroi de l'asile afin de résorber les inventaires actuels et de raccourcir les délais. Elle éliminera les goulots d'étranglement et rationalisera les processus afin que le dossier soit traité plus rapidement. Vise à mieux gérer les documents et les demandes d'immigration, à améliorer l'efficacité et à renforcer l'intégrité du système d'immigration du Canada. Il permettra
une plus grande souplesse pour réagir rapidement de façon responsable en temps de crise ou d'incertitude. Il faut préciser qu'il n'y a pas de circonstances particulières dans lesquelles ces pouvoirs seront utilisés et que la loi ne détermine pas à l'avance les scénarios d'utilisation. Ces pouvoirs seront plutôt utilisés en cas de menace pour la sécurité nationale, la santé publique, la capacité de gérer en toute sécurité le flux de personnes entrant dans le pays ou d'autres problèmes d'intérêt public. Aucun document d'immigration ne sera automatiquement annulé en raison de ce projet de loi. L'utilisation de ces pouvoirs nécessiterait une procédure distincte au sein du cabinet. Le gouverneur en conseil déterminerait si une intervention est dans l'intérêt public en fonction de toutes les considérations pertinentes, y compris l'impact sur les populations vulnérables. Ces pouvoirs seront limités aux interventions relatives aux documents d'immigration et à leurs demandes. Les nouveaux pouvoirs ne pourront pas être utilisés pour annuler les demandes d'asile ou révoquer le statut des personnes au Canada. Entier aux questions du comité concernant cette loi et le système d'immigration. Merci. Thank you, Mr. Holman. Merci beaucoup, Monsieur Holman. Nous allons donc passer à notre premier tour de questions. Le premier tour est de 6 minutes. Madame Rempel-Garner, vous avez 6 minutes, allez-y. Merci, Madame la Présidente. En 2020, l'ancien ministre de l'Immigration, Jason Kenney, a utilisé donc une loi qui venait du budget pour annuler certaines dispositions. Pourquoi est-ce que le gouvernement aurait besoin de certains pouvoirs que l'on voit dans ce projet de loi pour certaines mises en application? Pourquoi ne pas juste les inclure dans une loi? Merci pour votre question. Bon, à l'heure actuelle, aucune autorité n'existe pour annuler des demandes en masse. L'inventaire de 2012 a été accompli grâce... Oui, mais pourquoi ne pas juste créer un projet de loi? Parce que ça ne nous permettrait pas d'avoir la flexibilité qui nous aiderait à sonder l'intérêt public. D'accord, mais alors, pourquoi est-ce que vous ne le faites pas sans consulter le Parlement? Non, l'intention de la politique, c'est de répondre rapidement aux urgences, aux crises, aux problèmes de santé. Mais alors pourquoi ne pas définir ce qu'est l'intérêt public dans la législation? Parce qu'il y a tellement de versions différentes en fait qui existent. C'est pour cela qu'on parle de santé, de sécurité. Mais pourquoi ne pas le définir dans le projet de loi alors? Parce que ça nous restreindrait un peu trop. On ne pourrait... Oui, mais là, c'est une évolution du pouvoir, en fait, de la démocratie. Moi, j'essaie de comprendre parce que à aucun moment est-ce que vous, le ministre, nous ont donné un exemple d'utilisation. Est-ce que je peux vous présenter des exemples, s'il vous plaît? D'accord. Alors, faciliter des exemptions rapides suite à une catastrophe naturelle. Lorsque des renseignements sont reçus de la part de nos partenaires de sécurité, s'il y a des ingérences étrangères suspectées, de l'espionnage éventuel, on pourrait... Pourquoi est-ce que vous n'avez pas inclus un rapport du Parlement donc, pour l'utilisation de ces pouvoirs-là, en tant qu'exemple? Réponse. En fait, on essaye d'indiquer clairement qu'il n'y a pas une voie à emprunter, c'est tout pour l'utilisation de ces pouvoirs, sauf la législation qui a déjà été utilisée au préalable. Oui, mais là, c'est une petite partie de l'élimination d'un goulot d'étranglement ou d'un arriéré. Est-ce que vous avez inclus, en fait, cette disposition parce que l'arriéré est trop grand, trop important? Mais c'est pour cela qu'on n'est pas allé de l'avant avec une seule loi, et c'est ce qui a été fait en 2012 avec Jason Kenney, parce qu'en fait, là, c'était pour éliminer un seul arriéré. Rappel au règlement, Monsieur le Président. Bon, la témoin essaye de répondre. Je ne pense pas qu'on lui cède l'occasion de le faire. Est-ce qu'on pourrait peut-être lui permettre de répondre à la question? Bon, ce n'était pas un rappel au règlement, dit Mme Rempel-Garner. Moi, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que je devrais soutenir en fait cette initiative. J'hésite parce que là, on a une dévolution des pouvoirs. Certains témoins nous ont dit qu'on ne devrait pas soutenir cette initiative. Moi, le Parlement a
a commis une erreur. Là, vous avez un énorme arriéré. Et là, vous êtes en train de me dire, je devrais vous faire confiance sans forcément qu'il y ait de vérification avec le Parlement. Attendez, les vérifications sont là. Il va y avoir des conversations. Il y aura une publication dans la Gazette. Quel genre de publication? Eh bien, des options liées à l'intérêt public pour suspendre, annuler. Est-ce que ce sera détaillé? Oui, très détaillé. Le genre de demande, le genre de personne, de situation. Ça dépendra de la personne, mais comme je l'ai dit plus tôt, si c'était dans une situation liée à la santé, s'il fallait qu'on puisse faire rester des travailleurs de la santé à cause d'une crise sanitaire au Canada, eh bien, dans la demande, il faudrait que l'on inscrive tous ces détails-là. Mais si on revient au projet de loi qui a été déposé en 2012, eh bien, malheureusement, cela ne permet pas au Canada. Écoutez, j'ai un problème en tant que député de vous céder ces pouvoirs. Moi, je pense que le ministre, le Parlement n'ont pas assez bien fait leur travail. Et moi, ce que je vous demande, c'est de nous expliquer avec un peu plus de détails ce que vous voulez faire. Dans les médias, on voit bien que les gens ont quand même peur parce que vous avez mal expliqué les choses. Vous ne vous êtes pas encore assez bien expliqué. Donc, il me reste peu de temps. Cette semaine, on nous a dit que votre ministère, lors de l'examen de ce projet de loi, n'avait pas bien passé en revue les demandeurs d'asile, parce qu'il y a, à cause du système One Touch. C'est quand même inquiétant. Global News aussi a publié des articles sur les terroristes de Hamas qui ont fait des demandes d'asile. Votre ministère n'a pas pu publier les chiffres, à savoir combien de criminels ont été accueillis ici au pays exactement. Alors déjà, parlez-moi du système One Touch. Peut-être que je pourrais répondre à cette question, Madame la Présidente. Je vais essayer d'être rapide. Pourquoi est-ce que l'on a mis en place le système One Touch ? Et ce qu'est le système One Touch. Alors, repartons quelques années en arrière. Il y avait beaucoup d'arriérés, beaucoup de retard. Donc, à l'époque, la pratique voulait que l'on fasse rentrer, en fait, les personnes et que l'on accélère le processus. Donc, le personnel de première ligne a essayé de comprendre comment on pouvait développer un nouveau système pour que... Oui, mais c'est un système d'auto-déclaration. Bon. One Touch, en fait, n'est pas une autodéclaration. En fait, il y a quand même une examination, il y a des données biométriques qui sont collectées, une évaluation qui est faite par un officier expérimenté qui va ensuite établir un niveau de risque. Si le risque est bas ou faible, eh bien là, est-ce que le chef du syndicat donc nous a menti lorsqu'il a comparu? Merci, Madame Rempel-Garner. Monsieur Zuberi, maintenant, vous avez 6 minutes. Allez-y. Alors, je vais continuer sur la lancée, sur le système One Touch, justement. J'aimerais qu'on comprenne la situation un peu mieux. Est-ce que le système One Touch, est-ce que c'est la seule vérification qui a lieu liée à la sécurité? Donc, pour le demandeur, la seule évaluation? Oui, en fait, au début, il y a donc une évaluation de risque face à face. Ensuite, on compare cela à notre base de données. Une évaluation qui est faite par un officier expérimenté. Une décision sera prise. Si la personne est à risque faible, eh bien, il n'y aura pas d'évaluation supplémentaire. Mais si le risque était élevé, eh bien, l'évaluation est faite là, à la frontière. Ensuite, une personne plus chevronnée passera en revue tout le travail qui a été fait et prendra une décision finale. Mais ce n'est pas la fin de l'évaluation. Il y a beaucoup de demandes en fait qui sont envoyées donc à notre centre d'évaluation.
Il y a un inventaire qui est assez important, mais l'évaluation est tout de même faite. IRCC et les services frontaliers, donc les officiers de ces deux agences, vont passer en revue les évaluations et voir lesquelles devraient être renvoyées vers la CISR et quelles demandes doivent être contestées, quelles demandes d'asile. Donc il y a quand même plusieurs lignes de vérification. Premièrement, en première ligne, par les officiers des services frontaliers. D'accord. Merci pour la réponse. La chose est un peu plus claire. Et ça nous aide en fait suite surtout à notre dernière rencontre, aux informations qu'on a pu entendre. Je reviens maintenant sur la question de l'intérêt public. Bon, c'est vrai que là, le libellé est assez large. Et donc, en fait, le cabinet du jour peut l'interpréter comme il le veut. Donc, ne pensez-vous pas que l'on puisse garder cette portée assez large, mais quand même viser les choses un peu mieux, ou en tout cas réduire l'utilisation de ce libellé? Parce que, vous l'avez dit, dans certaines situations exceptionnelles, c'est le ministre de la Sécurité publique, où vous avez parlé de cas de santé publique, la Covid-19 par exemple, donc dans des situations extraordinaires. Mais là, tel que c'est rédigé, on n'a pas l'impression que les choses soient bien précises. On ne parle pas de situations exceptionnelles ou extraordinaires. Est-ce que l'on pourrait peut-être réparer cela ou modifier le libellé? Si vous voulez utiliser le 5e amendement, vous pouvez. Bon, il est difficile de définir l'intérêt public comme étant, pour des raisons de santé publique, vous pourriez peut-être inclure une liste non exhaustive. On le fait régulièrement dans le droit. Ceux qui ont étudié le droit le savent. Il faudrait que je demande au ministère de la Justice qu'il nous parle peut-être des limitations, parce que... Mais ça, c'est tout à fait normal. Normalement, tout devrait être rédigé pour que ça soit valide sur la durée, mais aussi l'intention doit être respectée. Et là, l'intention n'est pas très claire. Bon, d'accord. Plusieurs groupes, surtout les Nations Unies, enfin le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et, on a beaucoup parlé du processus de l'examen des risques avant renvoi. À l'heure actuelle, ce processus est un processus de dernier recours qui a lieu lorsque les autres processus ont déjà été utilisés. Mais là, en fait, ce serait plutôt un examen de premier recours. Donc, on nous a dit que les accords internationaux qui ont été ratifiés par le Canada, donc qui font partie de nos lois, là, une audience devrait avoir lieu, donc en personne, telle que la loi est rédigée, où il y a une espèce de lacune qui est exemple entre nos lois et ce projet de loi qui est proposé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour combler cette lacune? Je peux commencer à répondre. Merci pour la question et je vais demander au ministère de la Justice de compléter. Donc, il y a des personnes qui sont dirigées vers l'examen de risque qui sont inadmissibles aujourd'hui. Et donc, c'est ce mécanisme qui est leur premier recours, comme vous dites. Je comprends ce que vous dites. J'aimerais poser une dernière question. Nous avons entendu parler de 2 points. D'abord, concernant la première date d'entrée au Canada versus la dernière date d'entrée. J'aimerais ça que vous nous parliez de ce point-là. Il y avait des classes de personnes, des mineurs, des pays sous-moratoires, des survivants de violences conjugales, des groupes de LGBTQ. Pour ces personnes-là, ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Microphone, s'il vous plaît. Pour ce qui est du premier point, les mesures sont conçues pour décourager les gens qui voudraient profiter du système. Et changer pour la plus récente date d'entrée ne fonctionnerait peut-être pas parce que les gens vont vouloir partir du pays pour revenir plus vite et redémarrer
le chrono, si on veut. Donc, on ne pense pas que la mesure aurait des répercussions favorables. Il y a des exceptions dans les règlements. Par exemple, les gens qui viennent des pays sous moratoire ou des gens qui sont dans le ERAR aujourd'hui. Ces gens sont au Canada et sont en sécurité contre la persécution qu'ils risquent à l'étranger. Ils pourront travailler et avoir des services de santé et aussitôt que les conditions s'améliorent dans leur pays, ils auront l'examen des risques avant renvoi. Merci beaucoup. Nous avons dépassé le temps. Nous allons passer à M. Brunet-Duceppe. Merci, Madame la Présidente. Merci aux témoins d'être avec nous aujourd'hui. Je vais m'adresser aux représentants de l'IRCC en commençant. Il y a beaucoup de critiques de votre projet de loi qui proviennent de groupes de défense des migrants. Il y a des groupes comme Amnesty International, par exemple, le Centre des réfugiés, etc., qui nous disent que ce C12 va restreindre les droits des demandeurs d'asile s'il est mis en application tel qu'il est rédigé à l'heure actuelle. Vous leur répondez quoi à ces gens-là quand vous entendez ces critiques-là? Merci pour la question. Les mesures d'inadmissibilité dont on parle sont conçues pour empêcher les gens de profiter du système. Mais nous voulons que le Canada respecte ses obligations et c'est pour ça que nous faisons en sorte que les gens ont accès aux examens de risque avant d'être envoyés chez eux. Ce processus d'examen examine les mêmes définitions de protection que l'IRCC. Et les agents sont bien formés, ils savent évaluer les conditions dans le pays à l'étranger et ils évaluent la crédibilité de la personne. Et le processus de documentation nous permet de prendre des décisions où les gens pourraient recevoir un oui facile et ce serait peut-être facile d'évaluer et d'établir que la personne a besoin d'être protégée. L'examen de risque avant renvoi est beaucoup utilisé, en tout cas chez vous, pour justifier le projet de loi C12. Si on compare, par exemple, les personnes qui réussissent à obtenir, à rester au Canada suite à un examen avant renvoi, c'est quoi les statistiques? Est-ce que vous les avez? Le nombre de personnes qui, après un examen de risque avant renvoi, peuvent rester au pays, c'est quoi le pourcentage de ces personnes-là? Merci pour la question. Comme je l'ai dit dans mes remarques liminaires, il est difficile de comparer les taux d'approbation anciens avec les nouveaux groupes. Actuellement, c'est quoi le pourcentage de personnes qui, après un examen de risque avant renvoi, restent au pays? Le taux d'approbation pour ceux qui subissent l'examen est de 14 %. Cependant, ce sont pour la plus grande partie... Entre 6 et 14, ça dépend. Là. Disons qu'on met ça à autour de 10 %. Donc, ce que vous me dites, c'est que ça va changer avec ces 12 en place. Il y a beaucoup plus de personnes qui vont obtenir un permis de séjour suite à un examen après renvoi parce qu'ils n'auront pas pu déposer leur demande d'asile. C'est ce que vous me dites? Nous attendions à ce que les taux augmentent. C'est que ça ne changera rien, puisque, en bout de ligne, la personne ne pourra pas faire une demande d'asile, mais en bout de ligne, après l'examen de risque avant renvoi, elle va rester sur le territoire. Donc, qu'est-ce que ça change dans les faits? Les mesures sont conçues pour éviter d'envoyer des demandes à un IRCC qui est déjà trop occupé. Donc, l'examen offre une protection aux gens. Permettez-moi de vous arrêter. Je comprends ce que vous me dites, mais ce que vous êtes en train de dire au comité, c'est que les gens n'iront plus faire ce ne sera plus les agents du IRCC qui vont traiter les demandes d'asile. Ça va être les personnes qui siègent sur les examens de risque avant renvoi. Donc, ce que j'en comprends, c'est que ça ne changera strictement rien. Et en fait, plutôt, on va peut-être désengorger. Ce qu'on appelle chez nous au Québec, on va déshabiller Paul pour habiller Pierre.
parce qu'en fait, en bout de ligne, les demandes vont être traitées ailleurs de toute façon. Donc, puis pardonnez-moi de vous le dire ça comme ça, mais ce que j'en comprends, c'est que ça ne changera strictement rien. Vous venez de nous l'expliquer. J'ai des questions pour le représentant de l'Agence des services frontaliers. On avait avec nous dernièrement, au dernier comité, le président du syndicat de la SFC qui nous disait que, curieusement, dans ces 12, on ne retrouve pas des pouvoirs supplémentaires qui sont demandés depuis longtemps par le syndicat, comme par hasard, par exemple, pouvoir patrouiller à l'extérieur des postes frontaliers. Comment se fait et qui nous disait ça serait beaucoup plus bénéfique pour les membres qu'ils représentent que ce pouvoir-là. Et c'est purement administratif, on n'a même pas besoin de voter une loi. Vous pourriez le faire tout de suite. Comment ça se fait que ce n'est pas encore fait, ça? Thank you for the question. Merci pour la question. Finalement, je dirais que nous avons un système très efficace entre la SFC et la GRC. La GRC patrouille entre les points d'entrée et nous sommes au point d'entrée. Nos agents font un très bon travail à ces points d'entrée. Ils ont beaucoup de travail à y faire. Et la GRC travaille très bien aussi. Donc, je ne vois pas pourquoi il faudrait enlever nos agents des points d'entrée pour les distribuer sur la frontière. Du syndicat et de ses membres qui le représentent est inutile et qu'elle ne devrait même pas être entendue. Parfait. Ce même président de syndicat nous disait que, selon lui, si C12 est mis en place, présentement, il n'y a pas les effectifs nécessaires pour pouvoir arriver à faire fonctionner un tel projet de loi. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? That's your time, but you can give a quick Le temps answer. est écoulé, mais vous pouvez donner une réponse rapide, M. McCrory. Je ne suis pas d'accord, mais c'est aussi parce que je ne veux pas que nos services frontaliers patrouillent la frontière. Je veux qu'ils continuent à faire le travail qu'ils font en ce moment. Merci, M. McCrory. Nous allons passer un tour de table de 5 minutes pour chaque personne. Les témoins, je vous dirais qu'il faut répondre rapidement parce que nous avons beaucoup de questions à vous poser. Lancez-vous tout de suite. Nous commençons avec M. Redicott pour 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. M. McCrory, M. Weber a dit que le système One Touch est un système terrible. Vous ne semblez pas être d'accord. Est-ce que c'est lui qui ne dit pas la vérité ou pourquoi est-ce qu'il y a ce malentendu? Je ne crois pas qu'il ment. À mon avis, One Touch est un système impressionnant. Il a été conçu en fonction de la recommandation des gens qui travaillent au point d'entrée. Mais le chef du syndicat me dit que c'est un système affreux. Il a droit à son opinion, mais en fait, One Touch, c'est nouveau et les gens n'aiment pas toujours le changement. Mais nous essayons de mieux faire les choses. Il y a toujours la tendance de vouloir investir et trouver d'autres solutions, mais One Touch est très utile et je pense que c'est une bonne sorte d'innovation. Le changement est toujours difficile, mais je pense que nous avons trouvé une bonne approche. Je comprends, mais ce que je ne comprends pas, ce que le chef du syndicat a dit, c'est que la personne saisit ses données et il a 45 jours pour terminer la demande. Et vous dites que ce n'est pas le cas. Donc, qui dit la vérité? En fait, il n'y a pas d'application. C12 présente un portail. Donc, le système One Touch n'est pas une application? C'est quoi le système One Touch? Bon, One Touch, ça veut dire que c'est un portail unique, mais la personne arrive au porte d'entrée, il est évalué par un agent frontalier qui lui pose des questions, qui ramasse ses renseignements biométriques, et ensuite l'agent décide si la personne est admissible à procéder à la partie administrative, et c'est là que nous allons saisir ces renseignements dans One Touch sur un site Web. Donc, vous dites que la personne parle avec un agent et qu'il n'y a pas d'application. C'est exactement le contraire de ce qu'on nous a dit dans l'autre réunion. Je ne peux pas me prononcer sur ce que l'autre personne a dit. Est-ce que vous avez des problèmes avec le syndicat en ce moment? Non, ce que je dirais, c'est que nous avons d'excellentes relations avec le syndicat. Nous sommes toujours en consultation avec eux.
et nous veillons à la sécurité de nos employés. Il a aussi dit qu'il y a un processus de 45 jours après l'entrée sur le territoire. Et il nous a dit, M. Weber nous a dit que 10% des personnes disparaissent une fois qu'ils sont entrés au pays. Il faudrait que je vérifie les chiffres, mais c'est difficile pour moi de dire définitivement que c'est 10%. Mais ce n'est pas zéro, n'est-ce pas? Non, c'est vrai. Mais c'est différent. Il y a aussi des personnes qui ne se présentent pas à l'audience. Donc, nous avons des personnes qui sont entrées sur le territoire. Nous n'avons pas moyen de les suivre. On les a perdues. Oui, mais je dirais que ce n'est pas un problème avec One Touch, mais c'est un problème plus général. Donc, vous dites que ce sont des demandeurs à faible risque, mais on a des gens qui disparaissent. Nous avons une situation malheureuse en ce moment où des criminels sont entrés au Canada. Je comprends que la plupart des personnes qui arrivent ne sont pas des criminels, mais il reste que des criminels entrent au Canada. Donc, est-ce que c'est une façon intelligente de procéder? Je dirais tout d'abord que nous fions sur plusieurs sources, par exemple l'évaluation par l'agent frontalier, les questions qu'il pose, les renseignements biométriques qu'il ramasse. Et donc, c'est fondé sur tous ces renseignements-là que les agents prennent la décision. Je m'excuse, mais je vais manquer de temps. M. Weber a aussi dit une autre chose qui m'a dérangée ou préoccupée. Il a dit que la gestion était plus axée sur le service que sur la sécurité. Donc, est-ce que les cadres de ASFC reçoivent des primes pour le service rendu aux clients? Je ne pourrais pas parler des primes offertes, mais en tant qu'agence, c'est notre intention. Nous voulons faire passer les gens rapidement dans le pays et nous voulons empêcher les mauvais acteurs de pouvoir entrer. Mon travail, c'est d'appliquer cela. Merci, M. Redovkoff et M. McCrory. Nous passons à Mme Salma Saïd pour 5 minutes. Merci, Madame la Présidente, et merci aux témoins d'être revenus nous voir. Je vais poursuivre les questions avec M. McCrory. Vous avez déjà répondu à certaines questions. Par exemple, Mark Weber, président du syndicat des employés de ASFC, était très préoccupé. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les étapes, le processus lorsque quelqu'un arrive? Par exemple, si on atterrit à l'aéroport Pearson. Donc, est-ce qu'un résident permanent ou n'importe qui peut arriver à Pearson et entrer au Canada sans avoir interagi avec un être humain? C'est une question assez large. Si on parle de quelqu'un qui arrive à l'aéroport Pearson, il y a plusieurs façons d'arriver. On peut faire une déclaration à l'avance, on peut se présenter à des kiosques ou une fois passé le kiosque, il y a un employé de l'ASFC. Pour un demandeur d'asile, c'est 100% de ces personnes-là qui vont passer par un agent frontalier. Donc, pourriez-vous clarifier, est-ce que n'importe qui peut demander asile à un kiosque? Non, pas du tout. Pourriez-vous nous expliquer les étapes? Bon, si quelqu'un se présente à un kiosque et fait sa déclaration, la personne peut faire sa déclaration, mais si elle fait une demande d'asile, il faut se présenter, il faut dire qu'on demande d'asile et on sera acheminé vers une autre personne et vers un autre processus. La première étape est l'évaluation des risques et de voir si la personne est admissible sur le territoire et si la personne est admissible pour faire une demande d'asile. Ensuite, on établit l'identité de la personne aussi. Nous avons des questions guidées pour l'agent. C'est une entrevue face à face. On ramasse les renseignements biométriques. On les compare avec ce que nous avons dans nos bases de données. C'est un processus assez rigoureux. Ce n'est pas parfait. Il n'y a pas de processus parfait. Et c'est seulement si la personne est évaluée comme étant à risque faible
peut-elle passer au processus avec One Touch et compléter la partie administrative de l'évaluation au Canada? Et c'est important, nous demandons aux demandeurs de saisir les renseignements au lieu de gaspiller le temps des agents frontaliers. Si les gens ne répondent pas à tous les critères, donc si elles ne sont pas considérées comme à faible risque, elles devront faire un processus plus rigoureux à la frontière. Donc, si quelqu'un arrive au Canada pour la première fois en tant qu'immigrant, est-ce qu'elle a déjà été évaluée côté sécurité? Bon, si la personne a un visa, oui. Donc, oui, pour des personnes qui ont des visas, il y a déjà eu une évaluation de sécurité avant l'arrivée au Canada. Une autre question. Beaucoup de témoins nous ont dit que cette limite d'une année pour présenter une demande d'asile toucherait de façon disproportionnée les femmes et les communautés minoritaires et les survivants de violences fondées sur le sexe. Donc, est-ce que l'IRCC a examiné les répercussions sur ces groupes des provisions de C12? Est-ce que vous avez confiance que ces groupes seront protégés? Merci pour la question. En établissant ces mesures ou en concevant ces mesures, nous avons fait une analyse et nous avons trouvé que les groupes de minorités vulnérables bénéficieraient d'un accès accéléré au territoire. L'examen de risque avant renvoi comprend des lignes directrices et les agents sont formés pour interagir avec les mineurs, les gens vulnérables. Et il s'agit des mêmes lignes directrices qu'utilisent les agents de la CIRCR. 30 secondes. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose sur les critères d'admissibilité? Je reviendrai à la question concernant les avantages. Une des choses que nous voulons vraiment assurer, c'est d'empêcher les gens, les mauvais acteurs, d'abuser du système. Par exemple, ceux qui veulent rester plus longtemps ou qui veulent éviter de respecter l'entente sur les tiers pays sûrs. Donc, nous voulons nous assurer de protéger les gens qui sont à protéger. Merci, M. Holman. Merci, Mme Zaïd. Merci, Madame la Présidente. Je veux juste revenir rapidement là-dessus parce que je comprends ce que vous me dites, Monsieur McCrory, par rapport au fait que vous ne voulez pas que les agents se mettent à patrouiller la frontière à la place de la GRC. Ça, je le comprends très bien et c'est tout à fait logique. Maintenant, ce que le président du syndicat nous disait, c'est que si, par exemple, il y a une indication ou une information qu'il y a quelque chose de suspect qui se passe près de à la frontière, et que les agents des services frontaliers seraient plus rapides pour agir en faisant une intervention. À l'heure actuelle, ils n'ont pas les pouvoirs pour le faire. Donc, ce que le président du syndicat nous disait, c'est plutôt que d'appeler la GRC qui va être là dans 6 heures et que les agents peuvent être là en une demi-heure, pourquoi est-ce que vous ne le permettez pas si, en plus, c'est une demande du syndicat des agents des services frontaliers et si, en plus, ça viendrait tout simplement aider même les agents de la GRC à faire leur travail? C'est juste ça la question. C'est vraiment une question de logique, d'efficacité et surtout de répondre à une demande du syndicat des membres des agents des services frontaliers. Madam Chair, thank you for the question. Merci pour la question. Je vais revenir sur ce fait-là. Il faut s'assurer que les deux organisations utilisent leurs ressources à meilleur escient. Et les services frontaliers collaborent en fait avec les services de la GRC ou de l'application de la loi et dans les enquêtes criminelles également. Mais à l'heure actuelle, la meilleure utilisation de nos ressources, vous savez, la GRC n'est pas venue nous voir et nous demander de l'aide additionnelle non plus. C'est quand même assez fantastique que ce soit une fin de non-recevoir alors que quand même c'est documenté et c'est proposé par le syndicat qui représente les membres. Mais bref, je vous invite à
rester ouvert à ce genre de demande-là. Ça pourrait être intéressant pour la sécurité de la frontière. Juste une question pour les représentants du ministère de la Justice. Il y a beaucoup de gens qui nous disent que si C12 est adopté tel qu'il est rédigé présentement, on va se retrouver avec une panoplie de cas en cours, de protestations, de demandes de révision en cours, que ça va engorger les tribunaux et que C12 va être amené en cours assez rapidement par plusieurs groupes, soit de défense de migrants, etc. Donc, vous vous attendez à quoi? Et est-ce qu'on a les ressources pour faire face à un tel engorgement des tribunaux? Quick response, 30 seconds. Réponse please. rapide en 30 secondes, s'il vous plaît. Moi, je pense qu'il est tout à fait raisonnable de dire que les nouveaux amendements, généralement, apportent de nouveaux défis pour les tribunaux. Mais je dois dire que, par exemple, par rapport aux nouvelles mesures d'irrecevabilité, eh bien, une personne demandera peut-être, oui, une réexamination du tribunal, mais c'est pareil pour le processus à l'heure actuelle de CISR. Les personnes, s'ils reçoivent une réponse négative du CISR, de la CISR, eh bien, ils peuvent se retourner vers les tribunaux. Donc, oui, on peut s'attendre à ce qu'il y aura certaines contestations juridiques, mais merci, Madame Hamilton, je m'excuse, le temps est écoulé. Passons maintenant donc à notre prochain tour de 5 minutes, Madame Rempel-Garner. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais qu'on revienne vers les pouvoirs d'annulation en masse. Plus tôt, vous nous avez dit que ces pouvoirs pourraient être utilisés dans des cas de fraude. Est-ce que vous pensez les utiliser si le projet de loi est adopté? Y a-t-il des cas actifs à l'heure actuelle où vous vous servirez de ce pouvoir? Non, il n'y en a pas. D'accord, donc aucun plan à l'heure actuelle d'utiliser ce pouvoir-là. D'accord, alors pourquoi l'avoir mis de l'avant? Parce que c'était suite aux expériences, aux leçons tirées de la COVID-19, où on a vu qu'il pourrait y avoir un besoin donc de mettre sur pause ou de détendre certaines demandes en masse. Ça nous permettrait donc de répondre à des urgences. D'accord, donc dans 18 mois, je fais référence à ce témoignage, et il n'y aura rien, aucun cas, aucun plan d'utilisation. Non, aucun. On ne va pas commencer à utiliser des ordonnances en conseil si jamais, ou de décrets si le projet de loi est adopté. Vous savez, les menaces sont là au quotidien. En fait, on ne sait pas ce qui s'en vient exactement. On a juste besoin de flexibilité, c'est tout, dit la témoin. Mais alors pourquoi ne pas juste utiliser la loi? Parce que la loi prend un temps immense, effarant à adopter. Ma collègue, Michel, c'est juste que c'est pour la santé et sécurité de nos interprètes. C'est difficile présentement. C'est juste ça. I guess what I'm trying to understand here is J'essaie de comprendre simplement si vous n'avez pas pour plan d'utiliser ce pouvoir-là et aucune circonstance par le passé l'ont nécessité ce pouvoir-là, pourquoi? Là, vous ne me convainquez pas du tout et j'hésite réellement. Monsieur Zuberry a aussi énuméré certains exemples d'utilisation de ces pouvoirs-là. Pourquoi vous donnez ces pouvoirs-là si vous n'allez pas les utiliser? Donnez-moi un exemple. Réponse. Alors, un exemple. Dans 6 mois, par exemple, disons que nous avons reçu des renseignements qui nous disent qu'un pays qui s'appelle Mike et planifie une certaine de l'espionnage. Et donc on voit qu'il y a une situation qui a été créée au lieu de demander ou de céder l'entrée à ces pays, à ces personnes, une par une. Eh bien, on pourrait utiliser un décret et dire que Madame Rempel-Garner, qui vient du pays Mike, on pourrait mettre cette demande de côté et faire une évaluation. Mais vous n'avez pas déjà ce pouvoir-là aujourd'hui, à l'heure actuelle? Non, nous n'avons pas la capacité, en fait, de mettre sur pause toute demande ou processus en masse.
Mais je crois que oui, si, vous avez ce pouvoir-là. Et vous ne m'avez pas convaincu. J'ai l'impression que vous nous cachez quelque chose, en fait. Et le fait que vous n'ayez pas défini ces pouvoirs, qu'il n'y a pas de demande de rapport non plus derrière, je pense que vous vous êtes trompé là. Et je vous encourage à rectifier ce point-là dans les 24 heures qu'il nous reste pour amender ce projet de loi. Vous ne m'avez pas satisfaite en tant que législatrice. Et je pense qu'on a d'autres députés qui siègent à ce comité qui ne vous font pas confiance, que vous n'avez pas convaincu non plus. Donc voilà, il n'y a pas assez d'éléments convaincants. Est-ce que vous avez conseillé le ministre sur d'autres mesures pour abuser, justement, qui pourraient permettre un abus du système de demande d'asile? Je ne peux pas commenter les conseils qui ont été faits au ministre. Vous ne pouvez? Non, vous pouvez. Vous pouvez, c'est une question tout à fait raisonnable. Est-ce que vous avez donné des conseils au ministre, oui ou non, sur la manière de réduire la manière dont le système de demande d'asile est abusé? Bon, c'est vrai qu'on évalue le système en permanence. Oui, mais ce n'est pas inclus dans ce projet de loi. Alors, restreindre l'accès aux avantages sociaux, par exemple, est-ce que ça pourrait réduire la motivation d'abuser donc de ce système de demande d'asile? Bon, il y a toujours des pour et des contre. On a des personnes qui se retrouveront peut-être dans une situation d'urgence et qui auront besoin de ces... Bon, maintenant, l'examen des risques avant renvoi. Pourquoi est-ce que vous avez recommandé ou un nouveau système d'appel lorsqu'il y a des changements ou des nouveaux éléments dans la demande? Alors, pour ceux qui ont déjà reçu une décision de la CISR, je m'excuse, le temps est écoulé. Vous devez vous arrêter là. Madame Saoudi, allez-y, c'est à vous. Merci, Madame la Présidente. Je vais partager mon temps de parole avec mon collègue, le député Frégis Katos. Première question s'adresse à Madame Lang. Donc, elle porte sur l'examen des risques avant renvoi. Est-ce que l'IRCC a essayé de renforcer ce système ERAR? Comment est-ce que votre ministère se prépare aux goulots d'étranglement ou arriérés qui s'en viennent suite aux changements qui vont avoir lieu? Je vais demander à mon collègue de répondre. Le ministère essaye de gérer cette question de la préparation du ministère. On essaye de pouvoir livrer ces examens des risques avant renvoi le plus rapidement possible grâce à des officiers formés. Et on le fait bien évidemment en les formant. Et si le projet de loi est adopté, eh bien, on aimerait pouvoir aller de l'avant avec tout cela rapidement. D'accord, merci. Nous avons aussi entendu certaines inquiétudes liées aux gouverneurs en conseil qui pourraient annuler certaines demandes, surtout parce que la question de l'intérêt public n'a pas été définie clairement. Pourquoi est-ce que l'IRCC estime que ce niveau de flexibilité est nécessaire? Alors, comme je l'ai dit plus tôt, l'intérêt public n'a pas été défini dans le projet de loi pour que l'on ait une flexibilité maximale, pour que le gouvernement du Canada ait une flexibilité maximale pour répondre à certaines situations. L'intention, c'est de protéger l'intérêt du public et cela inclut l'intégrité de notre système d'immigration, la sécurité santé des Canadiens, la sécurité de nos frontières, ou la capacité de répondre à des catastrophes. Ces pouvoirs doivent être utilisés de manière extraordinaire ou exceptionnelle. Cela inclut par exemple une éventuelle pandémie si le gouvernement du Canada a besoin de protéger la santé des Canadiens et mettre tout cela sur pause. Merci. Il me reste 30 secondes. Certains témoins ont dit au comité que le processus ERAR n'inclut pas l'occasion d'avoir une entrevue face à face ou en personne pour le demandeur. Pourquoi donc? Et quelle serait une
éventuelle alternative? Est-ce que ce serait une demande d'asile en vertu du projet de loi C12? Comme je l'ai dit, le processus ERAR est robuste. Ça fait 20 ans qu'il existe et plusieurs contestations juridiques ont eu lieu. Et le taux d'ERAR qui échoue est de 5%, c'est tout. Nos officiers, parfois, souvent, étudient les mêmes choses. Nos clients ont accès à une représentation juridique. Le processus est le même ou semblable à celui de la CISR. Il y a souvent une audience qui a lieu, surtout dans les cas où on a besoin de comprendre la crédibilité. Tout cela est lié à ce que nous dit le demandeur. Mais comme je l'ai dit plus tôt, la circonstance aussi des pays, parfois, nous mène à une décision rapide ou à un oui rapide. Et parfois, la situation est claire et le non est également donc très clair. Merci d'être parmi nous. Je vous fais confiance. Merci pour le travail que vous faites. On n'a peut-être pas tous le même avis autour de la table, mais est-ce que vous pourriez nous donner un autre exemple, Madame Lang, peut-être sur ces annulations de documents où vous pensez que le gouvernement pourrait peut-être utiliser ces pouvoirs-là? Oui, bien sûr, merci. Les attaques de cybersécurité, où plusieurs documents d'immigration fraudulents ont été relâchés dans le système, et donc on aurait besoin d'annuler en masse ces documents pour qu'ils ne soient pas utilisés pour des déplacements au Canada. Ces autorités pourraient être utilisées aussi pour suspendre certaines demandes, certains documents, si il y a des indicateurs de fraude de présent. Ces autorités pourraient être également utilisées pour changer la situation de certains habitants ou visas temporaires. Par exemple, l'IRCC pourrait modifier la durée du séjour, modifier certains visas de travail, permettre certains individus de travailler dans certains domaines où il y a une demande accrue, par exemple, de travailleurs. Merci. Parce que le temps est très limité, je vais donner 4 minutes à Monsieur Menejade. 4 minutes de chaque côté. 1 minute et demie à Monsieur Brunel-Duceppe. Merci. Merci, Madame la Présidente. Merci aux témoins d'être là. J'essaie de comprendre pourquoi vous avez besoin de ces pouvoirs immenses d'annulation en masse. J'ai l'impression que vous êtes quelque peu inquiet ou peut-être que vous manquez de respect. Je sais que c'est difficile à accepter, mais pourquoi est-ce que vous voulez faire cela via un projet de loi? Vous avez dit que la loi prend longtemps à établir, mais il y a une raison pour cela, parce qu'il faut qu'il y ait une surveillance parlementaire, des débats, des évaluations, et avant qu'on arrive à un projet de loi, et d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui, on a un projet de loi auquel on ne s'attendait pas, on l'a sous les yeux. Vous ne voulez pas passer au travers du processus parlementaire, vous voulez juste que l'on vous donne ce pouvoir qui est immense et vous voulez en fait passer outre le pouvoir que nous avons en tant que législateurs. Donc, expliquez-nous pourquoi le processus a été respecté et là, en fait, vous voulez tout simplement obtenir ce pouvoir et vous nous dites, moi, j'ai des raisons qui sont tout à fait valides. Et l'exemple que vous nous donnez, c'est que il y a un pays qui s'appelle Susan. Non, vous ne voulez même pas que nous, les députés, ayons voix au chapitre. Récemment, on a bien vu que le monde a changé et on a bien vu des menaces voir le jour, que ce soit lié à la fraude, la sécurité, la santé.
Et le ministre d'IRCC n'a pas ce pouvoir à l'heure actuelle, unilatéral. En fait, la décision est la décision du gouverneur en conseil qui agit au nom du cabinet. Et suite au conseil du cabinet, le gouverneur en conseil va prendre en considération toutes les différentes vues du Parlement du Canada. Donc, il y a beaucoup de commentaires, de vérifications qui peuvent être faites. Bon, comme l'a dit la présidente, je n'ai pas beaucoup de temps. Là, ce sont des nouveaux pouvoirs réglementaires et qu'a le ministre, puisque le ministre va préparer un mémoire au cabinet et va demander ses pouvoirs au cabinet. Alors que M. McGrory a témoigné, il nous a dit que 30 000 personnes étaient déjà arrivées au pays que l'on n'arrive pas à trouver. Il nous a parlé d'un système One Touch et nous a donné une opinion tout à fait différente des employés du syndicat qu'il représente. Leur morale est au plus bas. Ils ne sont pas du tout satisfaits de ce système. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous nous dites autre chose parce que vous n'êtes pas d'accord avec M. McCrory, mais là, de venir nous voir, nous dire, écoutez, juste donnez le pouvoir au ministre et ignorer complètement le désir du Parlement. Vous comprenez que c'est difficile pour nous d'accepter votre demande ou votre point de vue. Je pense que l'utilisation de ces pouvoirs pourront être utilisés dans l'intérêt du public et l'approche du gouverneur en conseil, à savoir de devoir prendre en considération donc l'avis de tous les différents membres. Ça fait partie du processus actuel. Et je dirais que la transparence est toujours là. Mais moi, l'intérêt public, c'est plutôt de s'assurer qu'il n'y a aucun criminel qui se balade dans nos rues. Et merci, Monsieur Menegakis. Merci, Madame Lang. Monsieur Fragiskatos, allez-y, 4 minutes. Merci, Madame la Présidente. Je vais partager mon temps de parole avec Madame Sodi. Madame Lang, pardon, Madame la Présidente, ma question s'adresse à Madame Lang. Est-ce que vous pourriez nous donner d'autres exemples? Je reviens à cette question parce que je pense que c'est une question centrale à ce projet de loi. C'est normal que l'on ait plusieurs questions sur cette question et ça vaut pour les membres de ce comité. Mais je pense que les exemples pourraient nous aider à être convaincus ou comprendre. Est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce que cela viendrait au final améliorer la sécurité des Canadiens? Merci. Lorsqu'il y a des acteurs donc menaçants, lorsqu'ils s'engagent dans différentes activités, eh bien, ils essayent d'éviter certaines vérifications. Donc, il y aura peut-être des scénarios où de grands groupes, comme des vaisseaux étrangers, essayent d'entrer dans les eaux canadiennes ou arriver dans les ports canadiens. Peut-être qu'un grand groupe de détenteurs de visas temporaires participeront à ces activités. De grands groupes parfois pourront aussi venir ou essayer de miner la sécurité de notre pays. Donc, grâce à ce pouvoir, eh bien, on pourra identifier ce groupe-là. Le gouverneur en conseil pourrait émettre un décret pour qu'une vérification en masse puisse avoir lieu et empêcher l'arrivée de ces acteurs malveillants à arriver au pays. C'est pour ça qu'il faut le faire de cette façon-ci, parce que c'est au cas par cas quand ça arrive. Une autre façon d'utiliser ces pouvoirs serait dans une situation d'immigration à la suite d'une catastrophe naturelle comme un séisme ou des feux. Donc, on pourrait prolonger des permis d'études ou on pourrait permettre aux gens d'aller travailler dans une autre région. On peut aussi prolonger les documents des résidents temporaires s'il y a des désastres naturels ou des conflits dans leur pays d'origine où ils ne pourront pas retourner. Encore une fois,
il y avait la pandémie de la COVID et l'IRCC a dû émettre beaucoup de documents pour les gens qui avaient prévu partir, mais qui n'avaient pas prévu rester, mais devaient subvenir aux besoins de leur famille. Et si nous avions eu ces pouvoirs en masse, on aurait pu éviter les arriérés que nous avons eus après la pandémie, qui ont eu des répercussions sur l'économie. Il reste 1 minute. Question pour les fonctionnaires d'IRCC. La nouvelle règle d'une année, limite d'une année dans le C12 pourrait toucher les femmes et les survivants de violences et les survivants de violences fondées sur le sexe. Pourriez-vous nous dire comment ces groupes seront touchés par les provisions? Est-ce que vous avez confiance que ces groupes seront protégés par le projet de loi? Merci pour la question. Je pense que j'ai dit plus tôt que nous avons fait une analyse fondée sur le sexe et nous avons trouvé que ces groupes seraient avantagés parce qu'ils pourraient entrer plus rapidement sur le territoire. Nous formons nos agents pour qu'ils tiennent compte de ces réalités et de ces situations lorsqu'ils interagissent avec les clients. Et donc, l'examen de risque avant renvoi tient compte de ces risques également. Merci beaucoup, Mme Soji. Merci, M. Holman. Merci beaucoup. Est-ce que les fonctionnaires qui traitent les demandes d'asile, est-ce que ce sont les mêmes qui traitent qui travaillent à l'examen de risque avant renvoi? Merci pour la question. Generally, we have specific officers. En général, les agents sont formés précisément pour travailler sur l'examen des risques avant renvoi. Ils ont 6 mois de formation. Et l'examen risque avant renvoi, c'est 2 formations différentes. In terms of IRCC's role, Pour ce qui est du rôle d'IRCC, pour les demandes d'asile réguliers sont prises par la Commission Oui. de l'immigration. Donc, c'est des formations différentes. Donc, comme le volume de cas qui va être transféré aux examens de risque avant renvoi va exploser parce que, vous nous l'avez dit tantôt, ça va se retrouver beaucoup plus là. Et donc, comme les formations sont différentes, les volumes vont se transférer d'un à l'autre. Donc, le volume ne changera pas globalement, mais il va se transférer d'une institution à l'autre. Et en plus de ça, la formation est différente. Donc, présentement, il n'y aura pas d'agents assez formés à l'examen de risque avant renvoi. Donc, est-ce que vous réalisez que non seulement le volume global ne changera pas, mais qu'en prime, les délais vont exploser parce qu'il y a un manque de formation présentement si C12 est appliqué tel qu'il est appliqué présentement? So we have existing trained officers who Nous avons des agents qui sont déjà formés et qui font des examens de risque avant renvoi. Donc, Monsieur Brunel Duceppe, increasing... please let him answer the question, then it's time. Just 15 seconds, please, Mr. permettez-lui, s'il vous plaît, de répondre. Nous augmentons aussi notre capacité et nous travaillons à former plus d'agents pour être certains d'être prêts pour la hausse du nombre des cas. Holman, thank you to all witnesses. Merci, M. Holman. Merci à tous nos témoins. C'est très important pour nous de vous accueillir de nouveau aujourd'hui pour répondre aux questions qui ont été soulevées ces derniers jours. Merci de votre travail. Merci d'être ici. Sur ce, nous allons suspendre pendant 5 ou 10 minutes pour revenir et continuer à huis clos.